Bonjour à tous et bienvenue et merci pour votre intérêt pour le projet START, que ce soit au titre de votre participation aux formations sur les 5 journées, mais aujourd'hui avec le lancement de cette deuxième étape du projet START. Alors ce projet, il est très symbolique à plusieurs titres pour l'ensemble des CREAI, puisqu'il illustre la mission des CREAI d'accompagner à la mise en œuvre des politiques publiques, que ce soit la nouvelle stratégie TND ou encore la transformation de l'offre. Et cela toujours au service de la qualité de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Le projet START, il incarne également le rôle de carrefour des CREAI, favorisant l'interconnaissance des acteurs. C'est ce qui aussi est un des moteurs et un des leviers de ce dispositif de formation. Donc de pouvoir favoriser l'interconnaissance des acteurs autour de mêmes centres d'intérêt, ici, donc les troubles du neurodéveloppement. Et comme vous allez le voir, une communauté de pratique, c'est tout un écosystème avec différents acteurs et différents rôles. Et nous tenions particulièrement aujourd'hui à souligner l'implication des membres fondateurs de la communauté de pratique START. Nous remercions en premier lieu l'Agence régionale de la santé de Bretagne, représentée cet après-midi par Julie Valadou, pour l'intérêt porté au projet START et le soutien qui a été apporté aussi aux premières inscriptions à la formation. Nous remercions chaleureusement aussi les structures régionales, que ce soit les centres de référence de la déficience intellectuelle des sites de Brest et de Rennes, le centre régional autisme, le centre de référence des troubles du langage et des apprentissages, l'équipe relais handicap rare, ainsi que les 4 plateformes de coordination et d'orientation TND. Merci à vous pour vos apports, vos relais d'information et votre soutien dans toute cette dynamique de communauté de pratique qui se lance. Je remercie l'Ancréail et Muriel Power pour sa présence et puis le CREAI Bretagne d'avoir déployé le programme START en Bretagne. Et comme je le disais, donc en toute fin d'année 2023, vous avez vu que le gouvernement a publié une nouvelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement pour la période 2023-2027 et qui rappelle que tous les enfants, les adolescents, les adultes concernés doivent bénéficier d'accompagnement de qualité dans le respect de leurs choix et de manière inclusive dans tous les lieux où ils évoluent, que ce soit en crèche, à l'école, à l'université, dans l'emploi, à l'hôpital ou encore dans le secteur médico-social. Et cette stratégie qui sert de document cadre à notre action, elle met en avant plusieurs axes de travail prioritaires dans la continuité des plans précédents. Un premier qui est sur l'amplification de la recherche, qui vise à accélérer la diffusion des connaissances auprès de tous les acteurs. Un deuxième axe qui est de garantir les solutions d'accompagnement des interventions de qualité et d'intensifier la formation des professionnels. Un troisième axe qui vise l'amélioration du repérage, du diagnostic et de l'intervention précoce. Un axe qui vise l'amélioration de la scolarité, de la maternelle à l'enseignement supérieur pour tous les enfants et jeunes adultes concernés. Et puis, l'accompagnement des adolescents, des adultes aux différentes étapes de leur vie. Et en toile de fond de cette stratégie, l'enjeu transversal qui ressort et qui est nécessaire au bon déploiement de l'ensemble des mesures et qui est aussi très fortement inscrite dans notre projet régional de santé, c'est la poursuite de la sensibilisation et de la formation de tous les professionnels qui sont amenés à intervenir dans le parcours de vie des personnes, qu'il s'agisse des professionnels de santé, libéraux ou hospitaliers, des professionnels du secteur médico-social ou paramédical, de l'éducation nationale, de la petite enfance, etc. Et c'est vrai que cette formation START, qui a été déployée nationalement par l'Ancréail et par les CREAI, elle répond bien à cet enjeu, puisqu'elle contribue à mettre à disposition des professionnels de manière transdisciplinaire des connaissances et des outils actualisés qui sont absolument essentiels pour mieux comprendre les troubles du neurodéveloppement et intervenir auprès des personnes concernées et de leur entourage. Et donc le lancement aujourd'hui de la communauté de pratique troubles du neurodéveloppement, elle s'inscrit dans la continuité du déploiement de cette démarche START et j'espère qu'elle permettra de maintenir sur la durée un dialogue ouvert, d'échanger les bonnes pratiques, de partager ses connaissances et expériences et que ce sera un espace où chacun d'entre vous pourra apporter sa contribution et enrichir sa pratique professionnelle. Donc, je remercie aussi tous les participants qui se sont connectés nombreux, je vois, et qui se sont mobilisés aujourd'hui. Et je les remercie donc pour leur investissement dans cette démarche qui contribuera à améliorer sur le long terme les pratiques d'accompagnement des personnes avec troubles du neurodéveloppement dans chacun des départements bretons. Merci à tous. Ouais, merci beaucoup à tous. Merci à l'ARS de ces paroles
bienveillante, encourageante. Comme vous le savez, START, c'est une aventure pédagogique collective, pluriprofessionnelle, dans laquelle la connaissance et l'expertise de chacun d'entre vous est importante. Je vais redire que c'est un projet qui est multipartenarial depuis sa conception et qui devient, comme l'a indiqué les logos en ouverture de cette séquence, de plus en plus multipartenarial et qui a été coporté donc par la filière nationale de santé déficience, par des associations de personnes en situation de handicap, de personnes malades, que sont l'UNAPI, l'Alliance Maladies Rares, le collectif Déficience Intellectuelle, et par les deux grandes fédérations employeuses que sont FEAP et NEXEM, et par la NECAMSP, donc qui intervient sur tout ce qui est intervention précoce. C'est un projet qui est en phase avec les différentes réformes engagées ces dernières années, qui visent à reconfigurer l'offre sanitaire et médico-sociale autour d'une logique de parcours de la personne au plus près de ses besoins. Et à ce titre-là, eh bien, il est soutenu par le secrétariat général du ministère des Affaires sociales, la délégation interministérielle des TND, la CNSA et le comité interministériel au handicap. Donc, les enjeux de START, eh bien, écoutez, on a tous le défi commun de toujours mieux répondre à l'extrême diversité et à la complexité des situations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Et la coopération aujourd'hui n'est plus une option. C'est vraiment voilà, un objectif que nous devons poursuivre ces prochaines années. Et donc, l'objectif que nous avons, c'est de mettre à jour, d'actualiser les connaissances en lien avec leurs avancées, en lien également avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, de décloisonner les savoirs sur les troubles du neurodéveloppement, d'améliorer et de soutenir la transformation des pratiques professionnelles, de l'accompagnement, mais aussi du soin chez l'enfant, sans oublier l'adulte, et d'impulser donc de nouveaux modes de coopération en territoire. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rendre le système dans lequel on est plus répondant et plus équitable aussi, tout en encourageant la précocité et la pertinence des interventions. Diapositive suivante. Alors, je voulais faire le focus sur deux points qui sont évidemment très contextuels. C'est bon, la situation dans laquelle on est, qui n'est pas facile. Hein. On parle beaucoup de crise d'attractivité des métiers, que ce soit dans le médico-social, que ce soit à l'hôpital. Enfin bon, tous les secteurs sont touchés. Et eh bien, ce qui est intéressant de souligner, c'est que le conseil scientifique de la CNSA s'est réuni il y a peu de temps et il a mis en exergue plusieurs leviers essentiels pour relever le défi de l'attractivité des métiers, au premier rang desquels l'enrichissement des connaissances est sorti comme vraiment prépondérant. Et si nous sommes là tous aujourd'hui, c'est beaucoup pour cela. Comment chacun eh bien, se donne les moyens d'enrichir au quotidien, dans la durée, ses connaissances. Et puis, il est question, je crois quand même beaucoup aujourd'hui, par ce biais-là, de pouvoir finalement réenchanter un peu nos pratiques en irriguant et en partageant l'avancée de ces connaissances. Je faisais référence là à une phrase non pas de notre dernier ministre de la Santé, mais de l'avant-dernier, qui disait finalement que renforcer les liens et promouvoir une approche interdisciplinaire pour garantir une prise en charge cohérente et globale des personnes était extrêmement importante. Et c'est bien le cap qu'on s'est tous donné avec START. Diapositive suivante. Et bon, voilà, un focus sur la stratégie troubles du neurodéveloppement à laquelle Julie Valadou a bien sûr fait référence. C'est vrai qu'il y a 7 ans, quand on a commencé à parler de troubles du neurodéveloppement, c'était pas une famille de troubles très connus. On a fait beaucoup de chemin et START a été l'aiguillon de ce décloisonnement de la stratégie à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Et finalement, cette stratégie valide les orientations que
que nous avions tous prises avec, comme Étienne Paul a rappelé, eh bien, l'intrication des troubles chez une même personne. Une approche qui est évidemment scientifiquement pertinente, mais aussi très opérationnelle, puisque ce sont les mêmes professionnels qui se préoccupent de ces enfants, hein, qu'ils soient dans les établissements sociaux, médico-sociaux, à l'école, en crèche ou ailleurs. Et puis, je l'ai dit, il y a cette idée de précocité et de pertinence des interventions qui nous est très chère. Et Étienne Pau le rappelle à chaque prise de parole, la formation, il faut absolument qu'on se donne tous les moyens de progresser là où nous sommes, d'avancer. Et alors c'est vrai que la concurrence en termes d'offres de formation s'est accrue ces derniers mois, mais Start n'a aujourd'hui pas d'équivalent dans sa proposition, dans le sens où il aborde l'ensemble des facettes du soin et de l'accompagnement des personnes, et qu'il s'inscrit vraiment, grâce en particulier évidemment au CREAI, il s'inscrit en territoire, dans les lieux de vie des personnes, en proximité des professionnels. Alors, on est là dans un écosystème. Évidemment, la Bretagne est très dynamique, très active. Donc, on vous remercie évidemment pour cette contribution absolument essentielle. On va évoquer ici la mise en œuvre du second volet du projet, donc la mise en œuvre des COP. Il faut savoir que toute cette démarche, toute cette dynamique répond finalement à des objectifs qui sont aujourd'hui clairement identifiés par des établissements sociaux, médico-sociaux, par des centres hospitaliers, dans la mesure où Start vient soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'établissement. On se situe finalement entre une forte transversalité, mais aussi une spécificité des approches, et donc charge à chacun de se constituer sa boîte à outils d'intervention. On se situe entre une dynamique interne aux établissements qu'il faut évidemment soutenir, activer, mais aussi très fortement externe, avec l'encouragement à la mise en œuvre de logiques de partenariat. L'idée, c'est aussi d'essayer de répondre aux enjeux de management qui sont les vôtres, c'est-à-dire qu'on sait que Start permet d'embarquer l'ensemble des professionnels sociaux, médico-sociaux ou sanitaires. On ne s'intéresse pas qu'à une catégorie de personnes. On propose cette approche intégrée qui embarque absolument tout le monde. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, c'est important d'encourager les pratiques d'équipes pluridisciplinaires. C'est très nourrissant. C'est quelque chose qui nous est renvoyé très, très régulièrement. Et puis, le dernier des points, mais qui n'est pas le moindre, c'est que, évidemment, par ce biais-là, on encourage la dynamique de qualité de tous. Voilà, donc pour soutenir la mise en œuvre du second volet du projet, on est en partenariat avec Kedge Business School, pour essayer, parce qu'on se situe là encore dans le cadre d'une expérimentation, et donc on va essayer tous ensemble de trouver les modalités et les moyens de mise en œuvre des communautés de pratique professionnelles, de proposer un accompagnement méthodologique qui permette à chacun d'apporter sa part de connaissances, sa part d'expertise à cette dynamique d'apprentissage collectif sur lequel Corinne va revenir. Voilà, merci à tous. Mais il y a quelques fondements, il y a quelques principes qui sont très forts, et c'est ça qui crée cette dynamique et qui fait qu'on se sent appartenir. Ça, c'est très important. On se sent appartenir à une communauté, à une même communauté de pratique. 3 dimensions importantes, hein, vous devez les connaître, c'est la notion d'engagement mutuel, c'est-à-dire on s'entraide. Dans une communauté, on s'entraide, il n'y a pas de free rider, ce qu'on appelle un peu rapidement du free rider. Il n'y a pas celui qui vient écouter, qui ne dit surtout rien, mais qui vient écouter pour prendre des bonnes recettes ou des bonnes idées. Non.
On se livre, on aide et on est aidé. C'est vraiment cette… Et donc, on parle et on écoute. On apporte un problème, on apporte une question et on aura des réponses. C'est vraiment cette notion d'entraide mutuelle, d'engagement mutuel qui est très, très forte. Alors, cet engagement mutuel, il est porté parce qu'on a ce qu'on appelle, c'est une traduction en anglaise, une entreprise commune, un projet commun. Ce pourquoi on va dédier du temps et on va participer aux travaux de la communauté. Voilà, et là, Muriel Poher, vous avant, vous l'avez bien rappelé dans le contexte de Start et tous les enjeux qu'il y a à apporter des réponses, ou de meilleures réponses, apporter des réponses aux professionnels et au public ayant des troubles du TND. Voilà, ça c'est l'entreprise commune. Et puis, pour s'entraider, pour cette entreprise commune, il faut se comprendre, il faut travailler et puis faire avancer parce qu'on produit des choses tout au long des travaux de la communauté et c'est ce qu'on appelle le répertoire partagé. Donc, c'est tout un ensemble, je dirais, d'outils, de modèles, de rapports, de textes, de schémas, de ce que l'on veut, de bases de connaissances qui fait que la communauté va s'enrichir par ce répertoire partagé et donc la connaissance qui est partagée, la pratique qui est partagée va s'enrichir à partir de ce répertoire partagé. Donc, ces 3 piliers que j'ai donnés d'Étienne Werniger. Puis, il y a aussi d'autres piliers qui permettent de se dire on est engagé sur cette communauté et puis on va la faire fonctionner aussi, on va la faire avancer, on va mettre des temps de travail, des temps de rendu compte, des temps d'échange, etc. Alors, là, je vous ai mis sur la gauche plusieurs petits outils. Alors, il y a une charte, la charte de la COP, de la communauté de pratique. C'est un document qui n'est pas contractuel, on le signe, mais bon, ça a une valeur contractuelle très très faible, c'est pas ça. C'est toujours ce sentiment que parce qu'on adhère à la charte, on adhère à des principes qu'on partage tous, que la communauté partage tous et qu'on a envie de respecter parce que c'est comme ça qu'on fonctionnera bien. Donc, et puis, la charte va préciser des modalités de travail, un agenda de travail, des modalités de travail en groupe de travail, en organisant des webinaires, en faisant des conférences présentielles, distancielles. Elle peut donner aussi des exemples d'agenda qu'elle va suivre. Voilà. Voilà un petit peu cette notion de charte. C'est un peu le document qu'on partage qui nous dit ensemble, voilà comment ensemble on a décidé qu'on allait travailler et d'une manière respectueuse pour tout le monde. Deuxième point, le pilotage de la COP. L'animateur, c'est vraiment celui qui va maintenir cet engouement de départ, cette envie de faire progresser ensemble les pratiques et qui va soutenir, voire parfois aider, trouver des solutions pour faciliter la participation de tous à des sessions plénières qui pourraient se tenir tous les 6 mois, tous les 1 an, à la COP de décider, qui va soutenir, s'assurer de la participation à des groupes thématiques de travail qui auront été décidés, qui peuvent se réunir plus fréquemment, tous les 2 mois, tous les mois, à la COP de décider. L'animateur aussi a un rôle très important, surtout au démarrage, c'est de bien comprendre, d'avoir une relation, de bien connaître les principaux membres de la communauté, qu'est-ce qu'ils attendent de la communauté, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent eux-mêmes apporter à la communauté, leur pratique, une expérience, une histoire, une relation sur le territoire. Il y a plein de ressources qu'ils peuvent apporter. Et l'animateur doit avoir une bonne cartographie de tous ces acteurs-là, surtout au début, pour maintenir la participation et pour encourager la participation, la prise de parole, la discussion dans les groupes de travail. Le sponsor de la COP, c'est celui qui va dire à toutes ces parties prenantes extérieures, il y a une communauté où on réfléchit, où on apporte des solutions en termes de pratiques professionnelles. C'est important ce qu'ils font. Écoutez-les, prenez-les en compte, rencontrez-les, voire soutenez-les financièrement, accordez-leur des ressources, parce que ce lieu où ces choses-là se travaillent est une pierre parmi d'autres qui peut être apportée à cet édifice de transformation du médico-social, si je veux être large, de transformation du champ des TND. Donc, l'agenda de travail, c'est le dernier pilier un peu d'organisation qui structure le fonctionnement de la COP. Alors, toujours pareil, principe de collégialité, c'est ensemble qu'on co-construit l'agenda de travail.
Notamment, vous avez exprimé, hein, je pense que Mélanie va y revenir après, mais vous avez exprimé des souhaits hein, dans le questionnaire sur les thèmes que vous aimeriez bien voir traités, au moins au démarrage de la COP, hein, donc qui peuvent donner lieu à des groupes thématiques de travail. Et c'est dans ces groupes thématiques de travail que ce thème ou plusieurs thèmes, hein, selon ce que vous décidez, va être traité et puis qui va donner lieu après à un document, un schéma, un modèle et qui sera la production de la communauté. Alors, quels sont les bénéfices d'une COP? Alors là, c'est un peu alors on voit très bien, par des premiers entretiens que j'ai faits ou autres et puis bon, par la littérature, hein, je dirais. Il y a d'abord un bénéfice, on vient dans une COP parce qu'on sent qu'on s'enrichit soi-même. On a le sentiment, hein, et puis on le voit, on peut le tangibiliser, que bah, on est plus rassuré dans sa pratique, on est plus au fait aussi hein, des évolutions de connaissances, de la réglementation, des acteurs sur son territoire avec qui on devra travailler. Parce que la spécificité de la communauté START et que je trouve très, très intéressante, c'est qu'elle réunit des acteurs très variés qui sont plus ou moins amenés à travailler ensemble, mais qui parfois se connaissaient pas tant que ça. Donc la communauté va développer cette interconnaissance sur le territoire, hein, au profit de ces fameux parcours coordonnés. Donc il y a un bénéfice direct. Après, il y a un bénéfice aussi pour son équipe. Hein, ça, c'est clairement dit dans les entretiens. Hein. Chaque membre de la COP revient dans sa structure, hein, voilà, mène son travail quotidien de son structure, bien souvent avec une équipe, eh ben, il en parle. Il parle de la COP, il parle de ce qui s'est dit dans la COP. Et l'équipe aussi se sent peut-être, à la fois peut-être plus rassurée, bon, mais ça la nourrit aussi. Hein, voilà. C'est votre façon aussi peut-être de soutenir le travail de l'équipe, de lui donner aussi du sens au travail, de redonner ce sens au travail, et puis de porter une attention à l'équipe. Et c'est un bénéfice pour la structure aussi, parce que la structure, effectivement, elle est ben, dans l'actualité, dans ce qui va arriver prochainement, pour apporter ben, toujours des réponses adaptées ou meilleures ou nouvelles, selon le cas, ben, au public que vous accompagnez. Et ça, c'est, je dirais, la raison d'être principale de cette structure. Donc, elle sera comme ça voilà, en avance. Enfin, elle sera au fait hein, des connaissances nouvelles et des pratiques nouvelles qui traversent le champ, donc plus à même d'être force de proposition. Et puis, la structure sera nourrie, évidemment, des retours de la communauté parce qu'il y aura cette connaissance, hein, interconnaissance, peut-être renforcée, peut-être nouvelle selon le cas, bah, des différents acteurs sur le territoire. Et donc, ça permet de mieux les identifier, peut-être de faire des partenariats, peut-être de mieux se mailler ou tout simplement, ce qui est déjà très important, de mieux travailler ensemble. Donc, il y a ces trois bénéfices qui sont très, très importants. Donc, je pense que là, les participants ont bien compris qu'on passe d'une posture d'apprenant à une posture finalement de participants à part entière dans cette communauté de pratique. L'idée, ça va être de pouvoir prolonger les apprentissages qu'on a eus, qui étaient relativement intensifs, mais là, on va pouvoir se donner du temps et de se dire comment on peut implémenter ça dans vos pratiques, dans vos institutions, dans vos organisations et dans une dynamique d'amélioration continue. Peut-être vous faire un point, parce que pour certains, vous faisiez partie des premières sessions, vous dire qu'aujourd'hui, en Bretagne, on s'appuie sur un réseau de 164 participants qui ont participé voilà, à différentes sessions de formation sur chacun de nos départements. Vous pouvez retrouver sur la page internet du dispositif START que vous retrouvez sur notre site internet et je vous renverrai le lien, une cartographie dynamique qui représente en fait tous les établissements ayant participé à ce dispositif. À l'issue des 5e journées, pour ceux qui étaient avec nous, on avait ensuite, on vous avait adressé un questionnaire de préfiguration de la communauté de pratique dans la compréhension de quels sont les besoins finalement des acteurs de terrain, sur quels thèmes ils souhaitent travailler, quels sont les thèmes prioritaires pour vous. Vous avez été plus de 25 établissements à avoir répondu
au questionnaire de priorisation. Donc voilà, je vais vous partager les thèmes qui sont sortis en priorité. Un des thèmes phares a été celui du travail en réseau qu'on aborde dans le module 8. Il y a aussi celui des modalités de coordination. Donc ça, c'est vraiment sur le module 8, parcours, coordination. Et puis, deux autres thèmes qui sont aussi sortis de manière importante, celui des comportements problèmes et celui de l'intrication avec les troubles psychiques. Voilà, donc c'est cette discussion de thème par rapport à vos choix, à vos réponses de questionnaire. On a pu les discuter lors d'une réunion préparatoire avec les membres fondateurs et l'Agence régionale de santé au mois d'avril. Et le thème qui nous a semblé intéressant de mettre à l'œuvre, c'était celui des comportements problèmes, en se disant que le thème des comportements problèmes mettait souvent aussi en exergue des difficultés de coordination et de travail en réseau. Et donc, c'était aussi un thème très intéressant à mettre à l'épreuve pour aussi toucher justement les dynamiques de coopération. Donc, dans une communauté de pratique, eh bien, on se donne un agenda de travail, une priorité sur des thèmes. Ça va être celui-ci qui est retenu pour on va dire, la première année scolaire. Et puis, sur l'année suivante, eh bien, on pourra évidemment en prioriser d'autres également. Les acteurs de la COP, maintenant, tout à l'heure, Corinne nous disait que dans une COP, il peut y avoir différents acteurs. Aujourd'hui, dans les acteurs, il va y avoir le sponsor qui va être l'Agence régionale de santé. Nous, au niveau du CREAI, eh bien, on va être, on va dire, l'animateur de la COP, le facilitateur pour que cette COP, elle puisse, en tout cas que ses membres puissent commencer à s'engager fortement et participer et que ça devienne finalement leur COP et leur espace de travail. Bien évidemment, les participants et les formateurs, et les formatrices de ce programme START de notre région Bretagne ou d'une autre région. Les membres fondateurs, donc qu'a cité tout à l'heure bien évidemment Rachel Leduf. Et puis dans une COP, eh bien, on peut aussi se dire que à un moment donné, il est intéressant de partir de ce terreau-là des gens qui ont ce langage commun. On a parlé des 3 pierres angulaires, le fait d'avoir un langage commun. Donc, en ayant fait ce parcours-là, on a ce langage-là, mais pour autant, il ne va pas falloir qu'on oublie peut-être d'autres experts. Et ça, ce sera aussi aux membres de se dire qui on souhaite voir aussi venir et intervenir dans notre COP. Est-ce qu'on aura besoin de faire intervenir des experts d'usage, des personnes concernées par des troubles du neurodéveloppement, pour justement un petit peu nous provoquer ou faire bouger nos lignes, nous avancer dans nos réflexions. Est-ce qu'on aura aussi besoin d'associer d'autres professionnels, experts sur un sujet donné, sur ce sujet des comportements problèmes. Il y a aussi de nombreux experts dans notre région. Mais encore une fois, voilà, ce sera aussi à ces membres cœur de se dire qui on a envie de voir, qui on a envie d'intégrer, comment, pourquoi et comment on va la construire ensemble. Comment concrètement va s'organiser la COP Start à partir de septembre 2024. Donc, dans les étapes de lancement, bien, il y a eu cette phase d'analyse des besoins auxquels vous avez contribué par les 5e journées, l'analyse de vos questionnaires. Ensuite, il va y avoir la phase de configuration dans laquelle on est aujourd'hui avec cette phase de lancement, les séances de co-développement que je vais vous présenter après. Et puis après, on sera vraiment dans une phase purement de lancement des travaux avec la définition des rôles des différents membres et puis une phase de suivi de la COP. Donc une vue, on va dire un peu macro de tout ce plan d'animation que je vais vous expliciter. L'idée, c'est sur le premier semestre 2024, dans cette phase de configuration de la COP, de vous proposer par département des séances de co-développement. Le co-développement, vous avez été nombreux à l'éprouver lors de la 5e journée.
Donc cette méthode, elle est collaborative. On se réunit autour d'une situation d'une personne ayant un comportement problème. Et l'enjeu des séances de co-développement, c'est déjà pour, on va dire, un impact direct sur nos pratiques, c'est-à-dire un partage de savoir-faire et d'expérience. Ça va contribuer à l'amélioration de nos pratiques professionnelles parce qu'on va discuter, on va analyser, on va essayer de voir ce qui se fait les uns et chez les autres et de se dire comment nous aussi on pourrait le mettre en place. Et puis, il y a la question clairement aussi du renforcement de son réseau professionnel. Donc, ce premier semestre 2024, il va vraiment être dédié, enfin, deuxième semestre 2024, pardon, il va être complètement dédié à la mise en place des séances de co-développement. Donc, dès à présent, vous allez pouvoir retrouver en fait les liens d'inscription sur notre site internet. Mais à l'issue du webinaire, on vous renverra aussi, mais c'est déjà en ligne. Vous pouvez déjà aller vous inscrire aux séances qui sont de votre territoire. Voilà, depuis directement le lien. Donc voilà, pareil, avec une entrée plutôt départementale pour ces séances de co-développement. Donc, un impact direct pour vous en y participant et puis un impact en fait pour la communauté, c'est-à-dire que l'idée des séances de co-développement, c'est que à l'issue de chaque séance, on puisse en fait déterminer les grands défis qu'on aperçoit lorsqu'on a traité la situation individuelle et comme ça, une fois qu'on aura fait la tournée départementale des séances de co-développement, l'idée, ce sera d'identifier les traits communs, les défis communs qui font qu'on a du mal à accompagner, du mal à analyser, à gérer les personnes présentant des comportements problèmes. Donc, en y participant, un impact direct sur vos pratiques, votre réseau professionnel, et puis, on va dire, votre contribution aussi pour la communauté, et que la communauté elle puisse se dire, mais quels sont les défis finalement qu'on doit collectivement relever pour améliorer cet accompagnement. Donc ça, ce sera dans cette phase de configuration de la COP. Et puis, à l'issue de ces séances, eh bien, je proposerai aux différents participants de constituer un petit groupe qui va se réunir une fois ou deux maximum afin de collectivement, avec ce groupe-là, d'identifier les défis relevés à partir des séances. De pouvoir aussi se dire mais comment finalement on a envie de fonctionner dans le futur, donc avec l'établissement de la charte de participation à la COP. Donc Corinne a présenté les grandes lignes. Tout à l'heure, Virginie, vous avez justement posé cette question-là de mais est-ce qu'on pourra venir en manière pointillée ou non? Eh bien, ce sera justement dans cette charte de participation qu'on va essayer de se fixer justement les règles d'une bonne participation et puis aussi des règles qui soient tenables avec les exigences du terrain. Ce sera aussi l'occasion de se dire, eh bien, pour relever ces défis, quelle méthode, quel plan d'animation et comment on va, enfin, quel agenda de travail aussi et quelles modalités seront les plus efficientes. Pareil, encore une fois, pour relever le défi, mais aussi avec vos contraintes institutionnelles. Ce sera aussi l'occasion, lors de ces deux réunions-là, de se dire, mais quel sera le rôle des membres? Est-ce qu'il y aura qui voudrait bien être animateur de groupe pour traiter, on va dire, chaque défi organisé. Et puis, ce sera aussi l'occasion de consolider aussi nos outils de partage et nos outils de communication. Quels sont les outils qui vous semblent les plus efficients par rapport à vos infrastructures actuelles et qui sont les plus simples pour vous pour accéder facilement à une ressource et à un espace partagé. Donc ça, une étape qui va se faire avec un petit noyau, on va dire, d'acteurs qui veulent bien un peu plancher sur comment on peut réellement configurer notre communauté de pratique. Ensuite, eh bien, à partir du premier semestre 2025, eh bien, on sera pour le coup sur le lancement effectif des travaux avec la mise en œuvre des actions concrètes et puis la mise en œuvre de notre plan d'action, en fait, qu'on aura décidé lors de l'étape 2, on va dire. Est-ce qu'on aura des groupes de discussion, des webinaires? Est-ce que ce sera un groupe de travail? Est-ce que ce sera en présentiel, en distanciel? Tout ça, ce sera finalement dans l'étape d'avant.
qu'on pourra le définir. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis bien incapable de vous le dire. Et c'est là où les séances de co-développement, elles vont aussi vous permettre de vous engager et de devenir une partie prenante avec mon aide, on va dire, de facilitatrice. Mais en tout cas, j'aurais aussi besoin de personnes engagées à mes côtés pour faire vivre la communauté aussi avec vos problématiques et vos forces du terrain. Et puis ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est d'avoir au moins une fois par an une plénière pour avoir un suivi annuel de cette communauté de pratique. Je pense qu'on va fonctionner certainement en année scolaire avec en juin, à peu près dans un an, se fixer une plénière pour se dire, bah voilà, quelle a été la vitalité et l'efficacité de notre COP, combien on était aux réunions, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a produit, quelle est la satisfaction des participants. On viendra aussi mesurer quelle est la satisfaction aussi pour les organisations, quels travaux on a réalisés et puis surtout quels travaux sont à prévoir. Est-ce qu'on doit ouvrir d'autres thèmes, d'autres groupes pour répondre un petit peu aux enjeux de la communauté. Donc voilà, une année scolaire, on va dire 2024-2025, qui va être, on va dire, encore dans une phase de configuration et lancement avec un investissement progressif des différents membres. Je vois Corinne qui lève la main, donc je vais… Oui, merci Mélanie. Je voyais pas comment lever la main dans le logiciel. Dans le cadre de cet accompagnement et de ce partenariat avec l'ANCREAI, donc les CREAI et CAGE, il est convenu effectivement que je vous accompagne plus particulièrement dans la compréhension de ce dynamisme, de cette efficacité, de cet intérêt au travail au sein de la communauté de pratique. Et donc, à certains moments, et au moins dans une année, mais on verra plus précisément quand, je serai amenée à vous adresser des questionnaires qui sont déjà déployés par ailleurs, comme le premier que vous avez rempli, pour apprécier, documenter, que vous nous donniez votre avis et vos commentaires sur cette efficacité et dynamique de la COP. Et également à faire quelques entretiens, donc avec qui on verra par la suite, bien évidemment, à faire quelques entretiens pour un peu mieux comprendre effectivement cette première année de travail de la COP. Voilà, et donc cet agenda, je dirais, de remontée d'informations et puis d'élaboration d'un rapport, enfin au sens d'un compte-rendu, d'un rendu compte de cette année de fonctionnement. On verra quand le mettre en place avec Mélanie et ses équipes et puis Muriel Poher. Mais c'est aussi un des apports de cet accompagnement que de documenter effectivement votre fonctionnement pour vous aider aussi, vous, à continuer. Voilà. Merci beaucoup Corinne. Voilà, là je vous propose aussi de réagir à ce plan d'animation. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, eh bien je suis à votre écoute. Il y a une main levée. Il y a une main levée. Il y a une main levée. Ok, eh bien c'est Guénel. Tu peux la poser. Oui, bonjour. Oui, vas-y. Ouais. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment allaient s'organiser les temps enfin, sur les 4 départements. Est-ce que vous mettez une limite de personnes dans le co-développement? Est-ce que vous voulez faire une animation avec l'ensemble des personnes ou faire des tables avec différents animateurs? Alors, c'est une excellente question. Donc, vous allez voir dans le lien qu'on va vous fournir, qui est déjà en ligne, vous allez pouvoir en fait vous inscrire sur votre département. Et effectivement, il y a une jauge de 12 places par table de co-développement. On en a ouvert 1 à 2 par département. Donc, voilà, il y a déjà, on va dire, à peu près 24, enfin, au moins, enfin, il y a à peu près, voilà, au maximum 24 places par département. Et à partir d'ici, voilà, si toutefois c'était complètement plein, eh bien, on ouvrirait d'autres tables. Mais on sera bien sur des tables de 12 participants
maximum par séance? C'est une excellente question. Une question dans le chat de Madame Giraud. Bonjour, nous sommes plusieurs à ne pas... Sommes-nous plusieurs encore non, j'arrive pas à- Sommes-nous plusieurs à ne pas encore avoir participé aux différents modules? Oui, effectivement. On avait invité à ce webinaire de lancement les participants qui ont fini le parcours de formation. Et puis, vous êtes effectivement des participants en cours. Et voilà, certainement que dans la salle, il y a d'autres personnes comme vous, hein. Je vois qu'il y a la main de Sylviane Pedenier qui est Oui, en bonjour. l'air. J'avais une question. Sylviane Pedenier, donc je représente le centre de référence des troubles des apprentissages de Brest et le centre de référence des déficiences intellectuelles et polyhandicap de Brest. Sur les ateliers de co-développement, vous allez comment est-ce que vous construisez les personnes, enfin les personnes qui vont intervenir? C'est les personnes qui sont déjà allées dans des ateliers auparavant, qui vont être invitées. Est-ce que, par exemple, pour diffuser la formation, comment allez-vous faire? Et l'autre point, c'est si le thème est les comportements problèmes, donc je sais que le CRA fait partie des fondateurs de la COP. Il y a aussi les centres de compétences maladies rares, des troubles psychiques et des maladies rares qui peuvent nous apporter aussi un regard, puisqu'on est sur le thème des regards croisés multiples et de l'interdisciplinarité. Comment avez-vous prévu construire cela pour que effectivement ces réunions soient aussi l'occasion de mieux connaître tout ce qui existe dans un territoire et tout ce qui vient s'ajouter finalement, puisqu'on voit bien que c'est pas figé, que les choses continuent à s'enrichir sur notre Bretagne. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que dans un premier temps, les séances de co-développement, elles s'adressent aux participants des sessions START. Et je sais que parmi nos participants de START, on a aussi effectivement des experts sur la question des comportements problèmes. L'intérêt aussi des séances de co-développement, ce sera aussi de pouvoir identifier justement les ressources connues et pas connues. Et généralement, en fait, c'est ce qu'on a déjà vu dans les journées 5, c'est que même si la ressource n'est pas présente dans la séance, il y a toujours autour de la table quelqu'un qui connaît la ressource pour pouvoir dire, voilà, en tout cas, dans la méthode du co-développement, il y a une phase aussi de consultation pour apporter des pistes. Et bien, dans cette phase-là, les professionnels qui sont pas forcément professionnels ressources peuvent aussi connaître et dire, bah voilà, dans notre réseau ou dans notre territoire, il existe ça. Donc voilà, mais en tout cas, la question de l'intégration dans le futur justement d'experts, etc., ce sera aussi de se dire, par rapport à la matière qu'on a eue dans ces séances, quel expert on doit aussi venir maintenant intégrer, qu'est-ce qu'on a besoin de mieux comprendre dans nos travaux futurs. Et peut-être pour compléter le propos de Mélanie, c'est que le centre de référence maladies rares à expression psychiatrique de la Pitié, qui fait partie de déficience, a largement contribué à l'élaboration du module. Donc de base, on va dire que il y a un niveau de connaissances qui est injecté dans START et sur lequel eh bien, les experts locaux pourront rebondir, mais plutôt en marge de ces séances de co-développement. Mais en tout cas, on sait qu'à un moment donné ou l'autre, il va falloir les intégrer. Et dans les 5e journées, on avait eu la chance d'avoir sur nos 5e journées un représentant du CRA. Et je vois que Madame Vourge qui vient de lever la main. Donc voilà, je vous laisse la parole aussi pour...
Oui, je vous remercie. Oui, pour bien resituer les choses, donc si je comprends bien, ça serait peut-être dans un second temps que des professionnels du CRA se joindraient au groupe de Codev. Est-ce que vous, tel que j'ai compris la démarche, vous préférez que ça soit un échange, un partage de pratiques en amont, que les participants identifient les personnes ressources, se donnent entre elles, on va dire, un petit peu voilà les bons tuyaux, les références, plutôt qu'une intervention directe de professionnels, on va dire experts, ayant une connaissance du CRA, entre autres, au sein des codev. Ça serait dans un second temps. Oui, en fait, tout à fait. C'est-à-dire que on a déjà eu la chance d'avoir sur les cinquièmes journées l'intervention du CRA, voilà, qui sont venus expliquer justement les missions, les ressources déployées par le CRA en Bretagne. Là, l'idée des séances de co-développement, c'est vraiment que les participants puissent se mettre au travail, puissent aussi partager leur savoir-faire, leur expérience dans les institutions, que les autres puissent aussi venir questionner. Et effectivement, en fonction des défis ou des besoins identifiés par les membres, eh bien, on pourra se dire que oui, il pourrait être intéressant d'avoir un webinaire de présentation ou au contraire de se dire non, finalement, la problématique n'est pas une histoire de connaissances, mais maintenant c'est plutôt une histoire de comment on l'implémente dans nos. Voilà, il y a un vrai enjeu à sortir du coup d'une dynamique de formation où le participant est récipiendaire, on va dire, même s'il a des choses à dire, même s'il a des choses à partager, même s'il connaît énormément de choses aussi, mais de passer de cette posture de participant à une formation à un producteur de connaissances, quoi. C'est-à-dire l'idée, c'est que chacun réussissent à mettre en pratique les savoirs qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, on n'est plus sur le schéma où, enfin, on n'est plus, si, on pourra l'être, mais l'idée, ce serait vraiment de l'être à la marge. C'est-à-dire que si pour mettre en œuvre telle ou telle facette de l'accompagnement ou du soin, on a besoin du regard d'un tel, alors oui, la COP sollicitera un tel, mais l'idée, c'est qu'on sorte du champ de la formation, quoi, purement. Hein. Oui, j'ai compris, dans la dynamique de Codev, quoi. Oui, ok. Oui. Et c'est là aussi où la participation de chacun, l'entraide, hein, comme je disais, c'est-à-dire que chacun apporte sa contribution et chacun écoute la contribution de l'autre. Donc, il y a une égalité, en fait. Et aussi participe de ce que vient de dire Muriel, c'est que au sein du groupe de travail, au sein de la communication de la COP, chacun est dans des structures différentes avec, je dirais, des niveaux hiérarchiques différents et des parcours professionnels différents. Mais dans la COP, chacun est à égalité parce que chacun est une pratique qui a un intérêt pour l'ensemble des membres. Voilà, ce principe de collégialité, ce principe d'égalité, d'horizontalité. Oui, d'horizontalité, oui, tout à fait, très, très important. La hiérarchie est à l'extérieur. Oui, peut-être la personne qui s'appelle Direction, qui a levé la main. On voit juste oui, bonjour. On voit juste vos cheveux. Oui, excusez-moi. Hop, voilà, nous sommes plusieurs. Ah, ben voilà. Maison d'accueil Ilion dans le 22. Voilà, nous sommes un petit groupe là. Les participants ont bénéficié des 4 jours, mais pas encore du 5e. Est-ce qu'elles peuvent intégrer déjà les séances de co-développement? Oui, il y a, oui, tout à fait. Enfin, vous avez déjà fait le socle commun de connaissances, donc avec plaisir, on vous retrouvera donc dans le 22, le 1er octobre. C'est ça. Merci. Dans les d'Armor. Merci à vous. Ok. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions, en tout cas, on vous renverra ce plan d'animation et les liens aussi pour vous inscrire dès à présent, on va dire, à cette première étape de configuration. Mélanie, une petite question.
Oui. C'est Isabelle Desjardins. Est-ce que les sessions, donc la formation va être renouvelée cette année? Est-ce que les années suivantes, ça va continuer? Oui, en tout cas, nous, on l'espère. Peut-être que c'est ça qu'on n'a pas dit et je vais peut-être le redire. Il y a eu une actualisation des modules et des ressources en début 2024. Donc, ceux qui ont participé aux sessions 2023, vous allez à partir de septembre pouvoir retrouver sur votre plateforme habituelle, où vous aviez déjà retrouvé précédemment vos supports, il y a un élargissement des supports auxquels vous allez pouvoir contribuer. Donc, vous voyez, là, il y a une actualisation. Donc, on espère qu'il y aura peut-être une actualisation en 2025 et donc un programme qui va se poursuivre dans les prochaines années, oui. D'accord, donc de nouvelles sessions pour de nouveaux professionnels. Tout à fait, oui, oui. Nouvelles sessions, nouveaux professionnels et on va dire les professionnels qui ont déjà été formés, eh bien, la possibilité maintenant de mettre en pratique au sein de la communauté. Et pour aller dans votre sens, hein, c'est tout cet enjeu. Il y a une dynamique attendue pour la santé de la communauté de pratique, mais il y a aussi une dynamique d'essaimage et peut-être aussi en vous d'être ambassadeurs aux uns et aux autres, puisqu'on a pressenti que le projet START n'était pas forcément toujours facile de compréhension dans ses objectifs, dans son format, parce qu'il était assez innovant. Donc, vous, participants, n'hésitez pas à témoigner et à relayer ce dispositif et à communiquer sur les prochaines sessions de formation. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a une question dans le fil. Il y a une question dans le fil. Est-il possible d'intégrer la COP en 25-26? 2025-2026. La charte. Oui, et du coup... Et pourquoi en 2025-26 et pas en 2024? Du coup, peut-être pour comprendre les obstacles éventuels à une intégration plus tôt. Est-ce que la personne qui a posé la question de la temporalité d'intégrer la COP peut préciser, est-ce que c'est puisque tout simplement la personne n'a pas participé à la formation? D'avoir un manque de temps. En ce moment, il y a un manque de temps. D'accord, ok. Ouais. Eh bien, oui, en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va en fait envoyer à chacun savoir si vous voulez rester dans la boucle de diffusion de la COP ou alors vous souhaitez en sortir. Voilà, peut-être que certains ne pourront pas participer aux séances de co-développement, mais en tout cas, vous aurez envie plus tard de vous dire, une fois que le lancement, en tout cas les travaux auront démarré, on sera intéressé pour y contribuer. Voilà, vous pourrez en fait faire le choix de rester dans la liste de diffusion ou alors de dire, non, moi j'en ai marre et je veux plus en entendre parler. Donc, si vous voulez nous rejoindre plus tard, ce sera avec grand plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai plutôt envie de conclure en appuyant sur trois enjeux en fait de la mise en œuvre de cette coopérative bretonne sur les TND. Le premier enjeu, c'est, vous l'avez bien exprimé, c'est de continuer ce qui est déjà entamé, ce qu'on a entamé via les formations START, c'est de développer l'interconnaissance sur des sujets communs, des thématiques communes. Alors, le premier sujet que l'on va partager ensemble, c'est sur les comportements problèmes. Le deuxième enjeu, en tout cas, de fonder cette COP, c'est tout ce qui est la dynamique de co-construction, de co-élaboration et qui doit, à mon avis, permettre, on l'a exprimé tout à l'heure, l'amélioration de nos pratiques professionnelles, mais pas que, c'est aussi d'en inventer des nouvelles, de trouver d'autres formes de solutions et en tout cas d'innover. Je pense que c'est effectivement un véritable processus d'apprentissage et d'enseignement, en tout cas mutuel. Et puis surtout, on l'a dit, et je pense que c'est vraiment à notre niveau, à chacun, c'est de s'engager. L'idée d'un engagement mutuel, d'une participation, d'une coopération qui doit permettre de relier l'apprentissage, la formation à nos pratiques professionnelles. Alors moi, ce que j'avais envie de dire cet après-midi, c'est qu'il y a quelques mois, quand on a lancé le dispositif de formation START, on commençait en disant 3, 2, 1, starter.
Et moi, cet après-midi, j'ai plutôt envie de dire 3, 2, 1, coopérer. Voilà, donc je vous dis à bientôt et j'ai hâte de vous retrouver dans ces temps de travail ensemble et de pouvoir continuer à mieux nous connaître et en tout cas à construire ensemble. Je suis ravie, moi aussi, hein, de ce dynamisme avec finalement une étape de plus au-delà de la formation qui est cette communauté de pratique qui va être avec un mot qui vient d'être employé et que je trouve vraiment important, c'est l'interconnaissance. C'est le respect de l'expertise de chacun dans ce cadre-là, c'est le fait de aussi mieux connaître toutes les multiples facettes de ce qui existe dans nos territoires. Et donc, c'est vrai que le centre de référence des déficiences intellectuelles et polyhandicap de Brest, mais aussi le centre de référence des troubles des apprentissages de Brest font partie des cofondateurs, que dans cette dynamique-là, il y aura aussi un relais que je vais faire moi dans l'année qui va venir. Et c'est vrai que, mais avec des personnes qui sont déjà répondues présentes, qui sont Adélaïde Brosseau-Bovir, qui est neuropédiatre, qui prend la responsabilité du centre de référence des déficiences intellectuelles et du polyhandicap de Brest, et Frédéric Audic, qui va prendre la responsabilité du centre de référence des troubles des apprentissages de Brest, qu'on n'appelle pas CRTLA, nous on l'appelle CRTA, mais c'est la même, à une lettre près, c'est pareil. Et en tout cas, et donc c'est fait pour durer, et cette continuité qu'on va nous organiser, eh bien, elle est aussi, je pense, le témoin d'une longue vie à Start et à la communauté de pratique, parce que je pense qu'on va dépasser les 2024, 2025 et bien sûr bien au-delà. Merci. Guénola aussi, peut-être pour le CRDI de Rennes. De Rennes. Non, je rebondis très favorablement sur ce qui vient d'être dit par les différentes interventions là. Moi, je le vois comme une vraie plus-value, ce qu'on évoquait tout à l'heure, de dépasser le simple format de formation un peu dans son essence traditionnelle, où là, on va venir vraiment faire se rejoindre différents prismes de métiers, de compétences, de réalités de terrain, avec quand même, je trouve, l'acrobatie, le challenge d'un ancrage régional, mais pour autant des unités, des choses qui vont se jouer au niveau des proximités. Donc ça je pense que c'est une articulation intéressante. On verra comment ça prendra corps et ça fera émulation de manière plus large au niveau de la région. Et l'autre aspect, c'est de pouvoir tenir comme ça un fil rouge en fait au long cours, parce que effectivement les formations sur parfois des one shot, on reprend ça effectivement en interne, on avance, on chemine, mais il y a toujours cet environnement qui est toujours mouvant, où les choses bougent, les interlocuteurs bougent, voilà, le cadre légal bouge, et on a toujours un peu de mal à raccrocher un peu tous les wagons au même moment. Et je pense qu'un espace comme une COP peut nous aider à toujours remettre du sens, à effectivement garder cette mise en mouvement et cette adaptabilité, et du coup une acquisition un peu constante tout le temps d'outils et de connaissances pour aller toujours dans le même sens, quoi. Moi, je le vois vraiment comme un levier de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Et puis, du coup, Anne-Michel pour le CRTLA. Oui, merci. Moi aussi, je suis très, très contente de participer au titre du CRTLA comme membre fondateur. Bon, tout a déjà été dit. Donc, en fait, oui, c'est enthousiasmant. Et je pense qu'on est tous très contents de participer à cette aventure, en fait, parce que c'est innovant et que ça répond à des valeurs qu'on sait essentielles pour accompagner les personnes avec TND. Donc, c'est les valeurs de coopération, d'interconnaissance. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien et dont on a besoin. Pour se soutenir et pour les soutenir aussi. Donc, oui, bien sûr, ça va être tout à fait passionnant. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci à tous. Rachel, je te laisse la parole pour conclure. Moi, je vous dis à très très vite. Pour me joindre et associer en tout cas l'équipe du CREAI au remerciement du CREAI pour votre
participation, votre implication. On a bien vu cet après-midi en quoi une COP, c'est tout un écosystème et dont la santé de cette communauté de pratique, la longue vie qui a été mentionnée là, par Sylvaine, dépendra aussi de ce que chacun y mettra en termes de dynamisme, d'investissement des différents membres, parce qu'on a vu que chacun peut avoir aussi des rôles différents dans le plan d'action qui va se construire. L'enjeu, c'est bien que cette COP, elle soit bien un temps utile pour votre montée en d'interconnaissance, et c'est ce qui fera aussi son intérêt dans la durée. Je reprendrai aussi les mots de Corinne hein, qui situait que c'était un temps de ressourcement au sens de partage de ressources, d'expertise, mais également de développement de compétences et de coopération. Donc n'hésitez pas à relayer le replay, hein, Mélanie l'a évoqué, vous serez destinataire des éléments, mais là aussi, n'hésitez pas à le communiquer autour de vous, aux personnes qui ont été formées à Start et qui n'ont pas pu y participer, mais également aux personnes professionnelles qui n'ont peut-être pas osé encore franchir le pas de la formation. Et c'est en ça hein, la question a été posée sur les prochaines sessions. Donc il y a déjà des sessions programmées en 2024, 2025, un calendrier sera également communiqué. Mais dès à présent, un rendez-vous à l'automne sur vos départements et autour des CODEV et en 2025 et les années suivantes, parce qu'on ne doute pas de votre enthousiasme et implication, et c'est toute la richesse aussi de ces réseaux qui s'est créé autour de ce projet Start. Bonne continuation et rendez-vous à l'automne.